Je sais pas si ça va. Donc, bonjour, moi je m'appelle Ganima, je suis une des PH du service d'urgence avec le Valence SMUR aussi. Et je voulais vous parler d'un cas qui nous en a fait bien baver et bien suer sur intervention. En gros, je reprends juste. Ah non. Un peu notre motif de départ, donc sur un appel du médecin des UMP qui transmet au 15 qu'il voit une femme de 68 ans, malaise à répétition. Sur son électro à lui, il retrouve un BAV3 avec une fréquence cardiaque à 30 et donc on est déclenché en même temps que le VSAV pompier où on sait qu'on part en 4e étage avec un escalier étroit à franchir, ce qui va limiter notre extraction. Donc, à notre arrivée, on a une patiente qui est Glasgow 15, avec des constantes au départ plutôt pas trop mal, 159, 83 symétriques, 48 sur notre scope initialement, une affaire à 16, une SAT à 99% en air ambiant, une température à 36,8 et un dextro à 9 mm. D'emblée, on va réaliser l'électro, alors je ne sais pas si on voit correctement, on a ce type d'électro. On n'arrivera pas à faire mieux. Et sur, donc, je ne sais pas votre avis de cardiologue là-dessus. Pour moi, je l'interprète comme un BAV de haut degré avec, je ne sais pas s'il y a une extrasystole qui se balade. Ouais. Donc, avec des créneaux très longs en ventriculaire. Et du coup, là, c'était, j'aurais bien fait participer nos étudiants pour dire quelle démarche on va faire pour essayer de comprendre l'étiologie de ce BAV un peu brutal. Donc, on a traqué, enfin, en tout cas, on a réfléchi toujours dans le même sens. On a essayé de voir quels antécédents elle avait, quel traitement elle prenait, éliminer tout trouble ionique, éliminer un syndrome coronarien aigu, une iatrogénie ou éventuellement une dégénérescence. En tout cas, quand moi j'arrive sur place, c'est plutôt ce que je me dis. Et globalement, je me retrouve face à une dame qui n'a pas d'antécédent, ne prend aucun traitement. J'arrive à avoir un iodo délocalisé en 3 minutes, notre appareil. 5 en veineux, sachant qu'on a eu un peu de mal et qu'il y a probablement une part d'hémolyse. Et une tropo qui arrivera bien plus tard, s'il nous faut 10 minutes, qui sera négative, mais où je me suis assurée qu'elle n'avait eu aucune instauration de traitement, pas de douleur thoracique, aucun prodrome. Brutalement, depuis la veille au soir, un sentiment de malaise, nausée et rien. Elle a quel âge? 68 ans. Et elle est tout à fait autonome avec son mari et ne comprend pas. Elle a fait un malaise dans la cuisine la veille et puis finalement, ils ont appelé les UMP le matin. Donc, un tableau pas très typique. D'habitude, on a quand même un petit peu de casse-croûte pour intervenir. Ou de l'âge. Hein? Ou de l'âge. Ou de l'âge, quoi. Il y a quelque chose de la dégénérescence liée à l'âge, quelque chose. Donc, notre question qui s'est posée, c'est qu'est-ce qu'on allait faire avec le matériel qu'on avait sur place, parce qu'on ne part pas avec tout. Donc, atropine, c'est toujours décrit qu'il faut tenter l'atropine. J'avoue que c'est pas, enfin, je le fais pas toujours, mais dans ces circonstances, c'est ce que j'avais de plus rapide et plus facile à faire. Bien sûr, ça n'a rien fait. Et la question qui se posait, c'est isoprénaline versus entraînement, parce que tout ce qui est pousse serein et tout ça, on a ça dans le camion, donc 4 étages plus bas. Et que ça prend du temps à aller chercher. Donc, on a patché la patiente et j'ai commencé à l'entraîner pour gagner un petit peu de temps parce qu'elle commençait à ne pas tolérer les longues pauses. Juste, vous aviez pensé, vous avez discuté de prendre le pouce serein avec vous? Non, c'est vrai que on partait pour BAV. C'est vrai qu'on était tous les trois, on n'avait pas d'externe, on a déjà chargé bien comme des mulets avec le sac et on n'est pas parti avec un pouce. Et on était premiers sur place en plus, donc pas de VSAV, donc oxygène en plus, le sac de 15 kilos, le sac technique, le sac pour les règles, tout ça. Donc on l'a pas sur l'antéro-postérieur. Et les réglages, j'étais partie sur une fréquence à 60 plutôt, et j'ai augmenté l'intensité progressivement. Et une chose, on en reparlera, je n'ai pas vérifié le mode sentinelle. Puisqu'on peut le régler pour repérer les QRS. Et elle s'est mise à mal tolérer tout ça avec des nausées, des vomissements. Alors, est-ce que c'était le bas, est-ce que c'était la stime? Elle ne déclarait pas de douleur. Et brutalement, sur le scope, voilà ce qui se passe.
Donc là, je reste perplexe. Je vois un air français. L'air français, c'est la vue insuffisante. Ah, pardon. Mais moi, j'ai eu besoin d'aide parce que je ne comprenais plus ce qu'elle faisait. Donc, spontanément, et ce n'était pas du tout mes réglages, j'avais bien réglé à 60. Donc, voilà ce qui se passe. Par la suite, les cardiologues sur place m'ont expliqué que pour eux, c'était l'hyperexcitabilité ventriculaire spontanée. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir. Et c'est à ce moment-là qu'elle a commencé à très bien tolérer. Donc, j'ai arrêté la stime, mais voilà ce qui s'est passé. Ça a passé en BAV. C'est à peu près l'électro d'avant, le premier. Voilà. Et donc, ça n'a pas arrêté d'alterner. Donc, je ne savais plus quoi faire. Je me suis dit que le sulfate de magnésium, dans mes vieux souvenirs, on pouvait toujours le sortir, ça ne faisait pas de mal. Peut-être que ça diminuait les quand on avait un rythme que vous ne connaissez pas. Bon, ben, j'ai sorti ça. J'ai fait de la morphine parce qu'elle commençait à être un peu douloureuse et pas confortable. Le Zofren parce qu'elle vomissait. Et c'est ce qu'on a comme anti-hémétique. Et s'est posé la question, fallait-il faire de l'Isuprel ou pas? Parce qu'entre-temps, elle alternait sans cesse. Et a posteriori, en reprenant ce dossier, on s'est rendu compte qu'on avait fait un bug de préparation de l'Isuprel. En gros, moi, je travaille avec les recommandations qui sont 5 ampoules d'Isuprel dans 50 ml sur un pouce. Et l'ancien protocole du SMUR, on a 2 ampoules dans le sac à dos et une réserve dans le camion. Donc, sur place, on diluait à l'époque 2 ampoules dans 40 ml, ce qui fait qu'on n'a pas du tout, on ne parle pas le même langage sur les vitesses. Du coup, j'ai récupéré votre protocole. Ouais. Qui colle à ça, non? Qui colle à 5 ampoules dans 50? C'est ça. C'est 50 ampoules dans 50 dans la seringue électrique, et puis les vitesses sont programmées en fonction du poids. Et nous, on avait une patiente, je suis désolée, c'est entre 60 et 70, et donc j'avais demandé une vitesse 10 à peu près. Ce qui fait que quand Emmanuel, notre infirmier, a programmé la vitesse 10, il avait 2 fois moins de quantité que ce que je pensais. Mais on a tellement augmenté les vitesses qu'on s'est retrouvé à avoir la quantité initiale. Après, surtout, ce qui est un peu embêtant dans le camion, c'est qu'on a eu ça avec Clément, c'est que même dans le camion, il y a les 2 tableaux, avec 2 dilutions différentes, et donc il faut prendre le bon tableau. Et puis surtout, la question qu'on va se poser à long terme, c'est on n'a que 2 ampoules dans le sac. De toute façon, on est obligé de prendre un pouce. Donc, est-ce que ces 2 ampoules qui doivent être conservées à l'abri de la lumière dans un réfrigérateur et qu'on a dans le camion, on ne doit pas les laisser et partir avec le pouce et la seringue radiopaque qu'on n'a pas non plus, qu'on a dans le camion. Oui, c'est dans tout est dans le Comme camion. quand on part pour un Donc, soit on met tout le matériel dans le sac, donc 5 ampoules et tout le matériel qui photoprotège, ou rien. Oui, enfin après, on peut se débrouiller avec de l'alu au domicile. C'est en boule avec de l'alu. Oui, mais c'est bien que des fois, on n'arrive pas forcément. De toutes les façons, il faudra redescendre pour un peu seringue. Voilà, mais l'histoire des 2 ampoules, on a eu une petite dérogation pour les garder 1 mois en dehors du frigo. Peut-être que finalement, il ne faut pas. Ou alors, on met les 5. Mais je pense que c'est une vraie source d'erreur. Et donc, cette dame n'a pas arrêté de passer d'un rythme à l'autre. Sachant que du coup, quand elle tolérait pas bien finalement les Suprel, je l'avais arrêtée parce qu'elle passait trop en hyperexcitabilité, que c'était un moyen que je ne pouvais pas contrôler, alors que la stime, on peut la contrôler. Et l'arrêter, et dans le mode sentinelle, elle s'arrête automatiquement. Donc, j'ai laissé sous stime. Elle a fait de multiples arrêts transitoires, je pense, sur des pauses très longues avec des arrêts respiratoires. Donc, on l'a laissé au masque à haute concentration et on massait de façon très alternative sur 1 ou 2 cycles et puis elle repartait. Je n'ai pas intubé parce qu'il y avait une bonne récupération entre chaque et que je pense que c'était la pliée que de l'intuber. On avait majoré l'isoprénaline, mais après on l'a arrêté. Et en musique, ils m'ont directement appareillé. Aux dernières nouvelles, ils n'avaient pas d'étiologie retrouvée à son trouble du rythme, mais Orbis, je n'accepte plus à la fin. Parce qu'il y a une partie génétique a priori, mais elle serait un peu vieille pour une composante génétique. Du coup, vous me dites quand je peux. Mais voilà.
C'est hyper intéressant. Je trouve ça vraiment hyper intéressant pour le coup. 68 ans, c'est pas si jeune. C'est pas si jeune. On en a quelques-uns quand même. On en a quelques-uns des BAV à 68 ans. Moi, j'aurais pas fait de génétique à 68 ans. Parce qu'on a des dégénératifs à 68 ans. Pas très fréquent, on en a. Ouais. On le fait régulièrement à moins de, on va dire, 60, moins de 55 ans. Ceux-là, on leur fait des bilans très lourds. 68 ans, ça arrive. Ils l'ont fait parce que je crois que sa mère avait une histoire cardiologique pas claire, assez jeune. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Sinon, j'aurais pas fait forcément. Et sur ça, je trouve ça hyper intéressant. Alors, je ne suis pas à votre classe, mais chacun voit le truc de son prisme. Pour ce qui est de la simulation externe. Moi, je n'aime pas du tout la simulation externe, je vais vous dire pourquoi. Parce que je trouve que c'est douloureux pour les patients. Et surtout, et ça, je trouve que c'est une excellente preuve. En fait, si les patients, l'Isuprel marche très bien chez la plupart des gens, mais je comprends vos contraintes techniques, surtout là, voilà. Je dis ça marche très bien chez la majorité des gens parce que chez les gens chez qui l'Isuprel ne marche pas, c'est une information hyper importante parce que ça veut dire que le patient ne doit pas aller à l'USIC, à mon sens, il doit aller en choro pour avoir une sonde d'entraînement rapidement. Et ça permet d'anticiper ça et qu'on n'est pas à l'emmener en USIC, qu'ensuite l'interne d'USIC dise « Ah, bah, il résiste pas, il répond pas à l'Isuprel, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais appeler le coronarographiste. » Le temps de lui expliquer que le coronavirus, machin, le mieux, ça soit comme un ST+, que le temps que vous arrivez à l'USIC, qu'il y ait le coronavirus qui soit déjà arrivé aussi et qu'il ait la sonde d'entraînement, parce que c'est des gens qui peuvent mourir. Hein. On va y aller directement. En fait. Oui, c'est ça. Mais du coup, j'ai une question. Parce que moi, ma question, c'est… Parce que vu que c'est de l'hyperexcitabilité ventriculaire, si on utilise de l'isoprénaline… Non, ici ça aurait, ce que je veux dire, ici, ça n'aurait rien changé, c'est ce qu'il s'est passé, ce que vous aurez dû… Ce que vous avez fait très bien, elle est allée à l'USIC, elle a eu la sonde d'entraînement rapidement, ça s'est très bien passé. Mais je veux dire, elle n'aurait pas eu ça avec le massage, avec la stimulation externe, elle serait arrivée à l'USIC et on n'aurait pas laissé la stimulation externe à vitam aeternam parce que ce n'est pas agréable pour les gens, et on n'aurait pas eu la réponse de comment ça se passe à l'Isuprel. Et donc, si au moment où on arrête le massage externe, elle fait elle s'arrête, voilà, et qu'on n'a pas la réponse de l'Isuprel, c'est une vraie question. Ce patient-là, c'est mieux qu'elle aille vite en choro, qu'elle ait une sonde d'entraînement et qu'elle ait tranquille le temps d'avoir le stimulateur cardiaque que d'avoir la stimulation externe. Dans l'algorithme. Et de toute manière, nous, quand on nous appelle, il faut mettre la sonde d'entraînement. La première question qu'on va poser, et sous les Isuprel, qu'est-ce que ça donne? C'est ça. Ouais. Mais en fait, là, l'algorithme, c'était… Je mets la stime, le temps de préparer mon Isuprel, d'aller la chercher. Oui. Mais en fait, quand on anticipe et qu'on a tout sur place, je dis pas ça, encore une fois, débute au SAU, on va débuter l'Isuprel premier finalement. Encore une fois, j'aurais probablement fait pareil. Il y a des fois des patients qui arrivent par le SAMU avec aucune tentative d'Isuprel qui sont avec pas celui de la RIC forcément. Hein, non, mais c'est intéressant. Moi, j'ai le biais. Hein, tous les BAV. Dans un centre où je travaille, je les vois. Donc, voilà, et tu as le patient qui douille à chaque stimulation et qui n'a jamais eu de tentative d'Isuprel. Donc, moi, c'est quelque chose qui me gêne. Ça, Sur les intox digitaliques, oui, du coup, est-ce que vous le tentez quand même? Non, mais c'est une vraie question. C'est des gens qu'on voit pas. C'est des gens qu'on voit pas. On voit rien. D'accord. C'est des gens qu'on voit pas. Parce que, est-ce qu'en tant que cardiologue, on contradit complètement l'isoprénaline sur les intox digitaliques ou on se dit on tente quand même parce que normalement on va plutôt sur la stime. Oui, je suis d'accord. Alors c'est une situation extrêmement particulière où à la limite c'est pas leur seul problème le BAV n'est pas leur seul problème quand ils ont un intox à la digitalique. Ils ont un haut risque de faire des problèmes de rythme majeur, donc effectivement, ils ne devraient pas avoir de d'Isuprel, je ne peux pas dire le contraire. Hein, d'accord, non, mais au moins, ça reste des cas très particuliers. Ça reste des cas très particuliers. On peut avoir notamment, parce qu'on a un centre toxique avec la réa toxique, et c'était savoir, est-ce qu'on tente quand même, ou là, non, pour le coup… on s'expose à ce qu'ils explosent du point de vue rythmique, pour le coup. D'accord. Donc, je ne ferai pas. On essaie, voilà, ça reste là, quasiment l'exception de l'Isuprel. Qui, je pense par ailleurs, doit être fait assez facilement, très facilement. J'ai une question, du coup, parce que l'initiation de l'Isuprel, je me rends compte, si on lisait des dossiers, qu'on démarre sans doute un peu trop bas en termes de dose et de vitesse. Je vois que dans votre protocole, on pourra le faire passer. Je l'ai pris il y a quelques semaines dans le chariot. Là. Il y a deux situations, en cas de bradycardie sévère, en cas d'urgence vitale.
vous conseillez de commencer d'emblée par une dose importante en Isuprel. Dans les cas de BAV syncopo ou malgré. Je vais être complètement franc, je ne le connais pas. Le protocole, il est là, je pense qu'il est antérieur à moi. Ah oui, sans doute. Il est antérieur à beaucoup de monde. Oui, antérieur à beaucoup de monde. C'est important parce que c'est une situation qu'on rencontre et c'est vrai qu'au moment de préparer les drogues, on ne le fait pas si souvent, parce qu'on n'en a pas tout le temps. Et puis, au niveau de l'instauration des vitesses, tout le monde n'est pas si à l'aise, on n'ose pas aller si vite, on ne sait pas toutes les minutes si on va augmenter. C'est ça que ce serait sympa de se faire même un protocole commun. Je pense que voilà, c'est ça, je pense qu'il faudrait qu'on ait un protocole d'un rythmologue. Parce que les protocoles, certains, les plupart sont très anciens. Et donc, partager avec si je peux me permettre juste une réserve, autant pour le dosage, autant souvent, pour la préparation, c'est protocolisé, autant le dosage, pour être franc, c'est un petit peu. On n'a pas de choses pour dire, lui, il faut commencer à vitesse 5 ou vitesse 6, c'est un petit peu à la tête du client. Mais généralement, alors chacun fait. Moi, je sais que je suis plutôt en croissant, je commence plus petit et je prends pour avoir le dosage minimum utile, plutôt que de faire décroissant et de risquer une mauvaise tolérance. C'est ce qu'on fait habituellement. Après, encore une fois, ce qui est difficile, c'est qu'on n'est pas dans les mêmes conditions. Nous, on est souvent en massage dans des endroits où il peut hyper facilement avec un scope. C'est pas pareil que la dame au 4e étage où on n'a rien, où ça ne me choque pas de commencer fort. En disant l'important c'est qu'elle ne s'arrête pas. Parce que vraiment, les tracés, ils font très peur. Hein. Quand je dis on a sué, en fait, on s'arrêtait à chaque palier. On titre avec la fréquence, c'est-à-dire qu'il y a quoi documentaire en fait, progressivement. On titre avec la fréquence. Nous, c'est ce qu'on fait, au quotidien, c'est ça. C'est d'essayer de mettre une dose qui n'est pas forcément extrêmement importante et de monter. Par contre, il ne faut pas hésiter à monter assez rapidement. Quoi. Les 5 minutes, quoi. On voit tout de suite si ça. S'il n'y a pas une perf avec les rallonges de 45 km. Le délai d'action est en quelques minutes. C'est très rapide. C'est très rapide. C'est très rapide. Tu vois, quand tu joues, avant, il y avait même les dosiers flow où tu réglais. Mais du coup, moi, je trouve que alors ça date un peu, mais c'est 2014, hein, les recos urgence avec ce tableau où ils partent à 0,05 microgrammes kilo-minute et ils montent assez vite, ils font en fonction du poids. Moi, je trouve qu'il est assez bien fait. J'aurais une question pour poursuivre sur le même thème. Bonjour à tous. Vous m'entendez ? Ouais, parce que moi, j'ai jamais eu à faire un relais entraînement externe. Isuprel, vous géreriez ça comment? C'est-à-dire que vous lancez l'Isuprel et au bout de quelques minutes, vous baissez progressivement la fréquence de la stimulation ou alors vous baissez à la fois la fréquence et l'impédance. Comment on gérerait ce relais entre l'entraînement électrique et l'Isuprel si on devait être amené à le faire dans ce sens-là, ce qui est plutôt inhabituel? Et si tu mets en mode sentinelle, à ce moment-là, moi je pense qu'on ne l'avait pas mis, il capte tes QRS, donc il va s'adapter à ton Isuprel, la stime, non? Il va s'arrêter quand tu auras ton QRS. Ouais, donc en fait, tu baisses un petit peu ta fréquence sentinelle et tu montes ton Isuprel jusqu'à ce que ça soit supérieur au steam, quoi. Ouais, que tu as ton objectif de fréquence cardiaque. Et tu ne stimes plus, en fait, tu ne vas plus les spikes. Moi, je ferais comme ça, en tout cas. J'ai une expérience de stimulation externe. Très pauvre, en l'occurrence. Parce que là, dans le cas, elle ne tolérait pas la stime externe parce qu'elle avait mal, en fait, parce qu'elle faisait... Non, je pense qu'en fait, c'était déjà antérieur et elle ne tolérait pas ni le BAV, ni quand elle était en hyperexcitabilité. Plus ça, plus la stime, tu ne savais plus, en fait. Mais quand on l'a coupée, elle continuait à mal tolérer constamment, en fait. C'était elle était en bas débit constant, puis après quand elle à votre arrivée, c'était quand elle avait une hémodynamique qui était stable. Ouais. Donc ça c'est une question est-ce que ça n'aurait pas valu la peine, comme initialement elle était stable, de la descendre pour pouvoir la techniquer de manière plus confortable sans avoir recours à la stime externe? Le problème, c'est qu'elle a basculé rapidement. En fait, je me suis laissé un peu le temps de prendre les infos, que les pompiers arrivent, et que rapidement, elle a quand même conservé, c'était assez étonnant. Est-ce qu'on avait des fausses tensions? C'est possible avec le corps pulsant en plus, encore plus.
Mais les tensions étaient pas mal, mais elle faisait du confinement. Et prendre le risque, la descente était un peu longue dans l'escalier. Donc, la descente sans rien, j'avais un petit peu de mal. Ouais, je pense, tu vois, l'hémodynamique, on était... En fait, c'est vrai que ça, initialement, le BAV, c'est plutôt, elle est consciente, elle n'a pas de défaillance neuro, ni ni hémodynamique. Je pense que c'est important de vous dire aussi, dans les recommandations, est-ce qu'ils disent bien Isuprel en premier, et en cas d'échec de l'Isuprel, on met la sonde d'entraînement électrosystolique. C'est la place des deux, c'est quoi? Oui, alors, il y a des écoles. Ça. Clairement, c'est si on a un BAV complet chez quelqu'un qui tolère bien le BAV complet, s'il a un échappement relativement haut, qu'il est à 50 par minute et qu'il n'a aucune défaillance, on n'est même pas obligé, limite, de mettre de l'Isuprel. Bon, chez quelqu'un qui est lent, qui n'est pas bien, on met de l'Isuprel et de la sonde d'entraînement si ça ne marche pas. Il y a une autre indication, et c'est là où il y a des écoles de sonde d'entraînement, c'est chez les gens qui font du BAV paroxystique, donc ils ne sont pas tout le temps en BAV, qui passent de temps en temps en BAV. Il y a des gens, il y a des équipes qui disent si quelqu'un fait une syncope sur un BAV paroxystique, c'est une indication de sonde d'entraînement d'emblée. Parce que quand on le voit, il n'est pas en BAV, donc lui mettre les Isuprel, ça ne sert à rien. Et s'il a déjà syncopé sur du BAV, c'est qu'il a fait du BAV sans échappement, en fait. C'est ce qui explique sa syncope. Donc, il y a des équipes qui disent qu'il faut leur mettre des sondes d'entraînement d'emblée. Mais dans la situation où vous arrivez, il est en BAV, c'est Isuprel et son entraînement si l'Isuprel Moi, je dirais il faut peut-être repartir même avant, et ça, c'est plutôt la vision urgentiste. C'est devant un BAV, il faut toujours être systématique en se disant quelle est l'étiologie du BAV, parce que si c'est le 9 de kaliémie, ce ne sera jamais pour les cardiologues. Ça, on essaye de formater aussi nos internes. Ça, c'est de choses différentes. Oui, c'est la recherche étiologique. Et quel est le traitement? Bien sûr, mais si on se dit tout de suite, il est en BAV, je vais mettre de l'Isuprel, alors qu'en fait, on n'a pas dans sa tête déjà réfléchi à l'étiologie première. Bien sûr, je trouve que vous avez bien géré, parce que justement, là, vous étiez embêté entre du BAV et puis l'hyperexcitabilité. Du coup, tu t'es dit, mince, vraiment, je vais voir s'il y a autre chose que... et je vais vraiment balayer, je ne savais pas du tout quoi en faire. J'avoue, je l'ai tiré du chapeau en me disant, j'ai déjà vu ça, les cardiologues, ils aiment bien peut-être un peu, moi aussi. Oui, c'est un petit traitement rassurant pour tout le monde, c'est vrai que ça ne fait pas de mal. Je suis pas... Ça descend le seuil d'excitabilité, enfin, je ne connais pas c'est un stabilisateur de mandat. Oui, dans un torsade, on le met un petit peu, mais c'est pas... Ça marche bien dans le torsade, marche bien. Dans le torsade, ça marche bien, mais... Et donc, si on pense qu'à l'air ou un autre, si on met des Isuprel et qu'on a justement des événements de plus en plus d'extrasystoles... je trouve que ça fait partie des cas où du coup on dit que l'Isuprel ne marche pas parce qu'il n'est pas efficace sur la fréquence, mais parce qu'il y a trop d'hyperexcitabilité ventriculaire. Et donc l'Isuprel n'est pas une solution pérenne. Okay. Parce que mettre un pacemaker, même si on est en pleine journée, c'est au bloc opératoire, c'est des choses, donc c'est pas quelque chose qui peut avoir pile au moment où il arrive, quoi. Donc l'étape sans entraînement, à ce moment-là, peut être... Et en attendant nous d'arriver en coro, parce que parfois il peut y avoir 4 étages, un transport et autres, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut aider en plus ou... Non. Allez vite en coro. Il faut aller vite à la sonde. Allez vite à la sonde, on peut passer un Isuprel comme nous deux. Comme vous pouvez, en diminuant, revenant trop besoin. Mais c'est exactement ce que vous avez fait. C'est exactement ce que vous avez fait. Mais là, je vois pas ce que vous avez fait plus, en fait. Malheureusement, c'est les patients qui sont complexes, quoi. Ouais. Ok, bon. Très bien. À toi, les Annie, ça va préparer un J'ai un petit truc, alors je fais comme... Oui, donc là, on avait une autre thématique à aborder qui nous a été un petit peu remontée les derniers mois. Il y a eu certains patients pris en charge qui étaient porteurs d'un défibrillateur automatique implantable. Et ma collègue qui a eu les cas cliniques n'est pas là. Mais j'en ai un notamment d'un homme de 55 ans qui a fait un arrêt en 2010. Dans les suites, il a eu un DAI posé de façon préventive et le SMUR est déclenché pour plusieurs chocs. A priori, dans les ce n'est pas la première fois qu'il a des chocs qui seront à pied inappropriés. Donc, plusieurs chocs à l'effort, puis plusieurs chocs au repos. Et du coup, à l'arrivée, c'est intéressant parce qu'on a les ECG. Le patient, il est conscient, il n'a pas de douleur, il n'a pas de signe fonctionnel finalement, il n'a pas de défaillance neuro-dynamique, mais il tape à 200.
ça ne choque plus. Et de ce que je transmets de l'équipe à penser, finalement, devant un DAI qui choque, évidemment, on se dit, bon, il a peut-être fait de la télé, ça a peut-être choqué de façon appropriée. Mais leur première question, c'était, comme il y en a eu plein à la suite, ils ont eu peur, question très bête, hein, de se prendre un choc eux-mêmes. Ils se sont dit, est-ce qu'on met un aimant, puisque là, il y a 200, mais je montrais l'électro, c'était plutôt de la tachycardie à QRS fin. Ils se sont dit, ça ne ressemble pas à de la TV, donc si ça se trouve, ça ne choque pas normalement, donc ils se sont dit, on met un aimant. Et ensuite, devant l'aspect de l'ECG, je vous le fais passer, on va le montrer. Ce n'était pas très net. Ils ont fait de la striadine. Je vais vous faire passer les deux ECG qui a révélé. L'aimant, on n'a pas l'enregistrement, c'est avec l'aimant. Ça, tu sais. Oui. Le premier électro. Initialement, il y a eu tellement de chocs qu'ils se sont dit, bon, ça peut être un orage électrique, mais finalement, le CG, c'est pas de la TV. Il est un peu bizarre, mais ça n'a pas l'air de la TV, donc on met l'aimant un peu pour se protéger. Et après, donc ils ont fait de la striadine. Ça s'est réduit, mais après, il n'y a pas tous les électros. Et il a refait des épisodes qui ressemblaient un peu à de la FA. Bon, au final, il a fini en musique. Et ça a l'air... c'était toi à lire. J'écoute qu'il a revu, ce monsieur-là. Je crois qu'il a refait plusieurs épisodes de à Bichat jusqu'à ce qu'on trouve un peu ses... Ah, je ne sais pas si on peut dire son nom. Non, un patient qui a au final en exploration électrophysiologique un RIN. Je vais faire passer. Oui, ça marche. Voilà. En fait, les patients que j'étais, je ne profite plus. Ça, c'est ça. 25 par consulte. C'est ça. Donc, oui, en tout cas, c'était un cas clinique. On ne va pas forcément l'analyser complètement, mais il y a eu plusieurs situations et plusieurs autres cas où les équipes n'étaient pas forcément à l'aise avec la prise en charge d'un patient porteur d'un DEF, avec des situations où parfois il n'y avait pas forcément de choc alors qu'il aurait dû avoir, ou à l'inverse, des orages rythmiques, ou ici plusieurs chocs qui ne semblaient pas très appropriés parce qu'ils étaient embêtés par l'électro qu'ils voyaient. Donc c'était un petit peu la question posée sur l'abord du patient porteur d'un DEF. J'ai un truc d'une vingtaine de diapos que je peux vous faire rapidement. Je pense que c'est intéressant. On parlera de ça après, du coup, parce que j'y répondrai un petit peu. Je peux mettre ma clé. J'ai regardé sur la liste, il a un certain nombre de passages. Deuxième la suite. Vous nous dites si vous voyez bien Vous voyez bien le diaporama pour les gens connectés? Baptiste, vous voyez les diapos? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Ah, Baptiste a changé de voix, merci. Bon, donc, juste une petite présentation sur que faire dans des urgences avec les problèmes des urgences et du SAMU que j'intègre. Donc, première chose qui aidera un petit peu dans la suite, c'est comment ça marche, comment c'est fait un DEF. Pour faire très simple, un DEF, c'est deux parties. Une partie qui est un boîtier où il y a une batterie, des circuits internes et un condensateur, et une deuxième partie qui est la sonde ventriculaire, donc une sonde qui va vers le ventricule droit, qui permet d'une part de stimuler le cœur, donc ça c'est un truc que des fois on entend, mais tout défibrillateur stimule, et est un stimulateur cardiaque aussi. Et deuxième chose que peut faire le défibrillateur, c'est défibriller grâce à la sonde, une zone dans la sonde ventriculaire droite qui est un peu plus épaisse, qui s'appelle un coil, qui permet la défibrillation. Et en fonction de l'indication, il y a en plus une sonde dans l'oreille droite et une sonde dans le ventricule gauche. Pourquoi je vous ai parlé du coil, cette zone d'épaississement dans la sonde ventriculaire droite? Parce que quand on ne sait pas ce que c'est, ça permet sur une radio thorax tout bêtement de savoir si c'est un défibrillateur ou un pacemaker. Ici, vous avez, alors ça ne passe pas très bien, je suis désolé, vous voyez peut-être pas très bien. Ici, vous voyez un défibrillateur et la sonde là, vous voyez que c'est un peu plus épais, un peu plus blanc. Ça, c'est le coil
de la sonde, et donc c'est ça qui permet de défibriller. Et à contrario aussi, une sonde de pacemaker, ça passe encore moins bien, mais c'est la même épaisseur partout en fait, hein, c'est tout fin. Donc rien que sur ça, vous ne savez pas lequel c'est, le radiothorax, et vous saurez si c'est un DEF ou un pacemaker, ce qui peut toujours servir. Comment ça marche? Alors évidemment, un DEF, ce n'est pas capable d'interpréter un ECG, de reconnaître des QRS, tout ça, ça ne sait pas faire. Tout simplement, ici, vous avez la sonde ventriculaire droite qui est ici, et à chaque fois que le ventricule se contracte, en fait, il y a un influx électrique qui est né à ce moment-là, qui est détecté par cette sonde ventriculaire qui est ici, et qui va être directement transmis au boîtier. Et donc, le boîtier, quand il reçoit cette information électrique ici, il l'interprète comme une activité ventriculaire spontanée. Et ici, il note VS, ça ne passe pas très bien, VS comme ventricule spontané. Et ainsi de suite, à chaque fois qu'il y a une contraction du ventricule, il y a un influx électrique et le défibrillateur le reconnaît comme une activité ventriculaire spontanée. Et c'est pareil pour l'oreillette, à chaque fois qu'il y a une contraction de l'oreillette, le défibrillateur le reconnaît comme une activité atriale spontanée. Et donc comme ça, le défibrillateur, il arrive à refaire le fonctionnement cardiaque, il se dit, ici, il y a une activité atriale spontanée, suivie d'un ventricule spontané, puis encore une activité atriale spontanée, suivie d'un ventricule spontané, et c'est comme ça qu'il refait le cycle cardiaque. Et comme il voit l'espace entre chacun des deux ventricules, il peut savoir la fréquence des ventricules, et donc, si cette fréquence-là est trop basse, il peut stimuler, si elle est trop élevée, il peut intervenir en tant que défibrillateur. C'est aussi bête que ça. Donc, le critère principal de déclenchement d'un défibrillateur, s'il y a un critère, c'est la fréquence. Au-delà d'une certaine fréquence ventriculaire, le défibrillateur, il va se dire, c'est potentiellement une tachycardie ventriculaire, je dois intervenir. Donc, l'exemple est ici. Ici, vous voyez des activités électriques qui sont relativement ralenties, et d'un coup, ça s'accélère. Donc là, il se dit, c'est potentiellement de la tachycardie ventriculaire. Et un défibrillateur, soit une tachycardie ventriculaire, il peut intervenir de deux manières. Soit via un choc électrique, ça c'est la manière connue, voilà, soit par une autre manière qui s'appelle la stimulation antitachycardique, ou ATP. Vous lirez peut-être ça sur des comptes rendus. La stimulation antitachycardique, c'est tout bêtement le défibrillateur qui va aller stimuler plus rapidement encore que la tachycardie ventriculaire pour essayer de la casser, de l'arrêter. Et ça a beaucoup d'avantages parce que cette stimulation marche dans la majorité des cas et elle est complètement indolore. En fait, il y a plein de patients qui font de la TV, qui ont cette stimulation tachycardique, qui ne se rendent même pas compte qu'ils ont fait de la TV. Ça marche du tonnerre. Donc, dès qu'il peut, il fait ça. Le problème, et ça rejoint un petit peu le cas, c'est que qui dit fréquence ventriculaire rapide dit pas forcément tachycardie ventriculaire. Fréquence ventriculaire rapide, ça peut être une FA, une tachycardie sinusale complètement, un mouvré. En fait, toute cause d'accélération de la fréquence ventriculaire, c'est potentiellement une TV. Et donc, ce qu'on a fait, c'est que les constructeurs, ils ont développé des algorithmes dans leur machine qui essayent autant que possible de reconnaître, je ne vais pas insister sur les algorithmes parce que sinon on passera là, ça n'a aucun sens, de reconnaître de la TV versus pas de la TV. Ici, juste un petit exemple pour un des types d'algorithmes. Ici, vous avez l'activité des oreillettes et ici l'activité des ventricules. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'activités ventriculaires qui sont rapides et peu d'activités atriales. C'est-à-dire que chez ce patient-là, le ventricule bat beaucoup plus rapidement que l'oreillette. Ça ne peut pas être une FA, ça ne peut pas être un flottant, ça ne peut rien d'autre qu'une TV. Donc là, le défibrillateur va reconnaître ça comme de la TV et va la traiter. Et du coup, comment on règle un défibrillateur? Tout ça, en fait, tout ça, c'est pour expliquer un peu ce qui peut arriver comme problème après. Donc, un défibrillateur, c'est réglé de manière aussi bête que ça. On dit au défibrillateur, tu regardes la fréquence ventriculaire en dessous d'une certaine fréquence. Et souvent, ces fréquences-là sont assez élevées. Donc, par exemple, 180 par minute. Le défibrillateur considère qu'il ne peut pas y avoir de TV, et donc il ne fera rien. Tout bêtement, en dessous d'une certaine fréquence. Au-dessus de cette fréquence-là, on va dire au défibrillateur, c'est possiblement de la TV. Il faut s'activer. Donc là, le défibrillateur, il va utiliser ces algorithmes dont je vous ai parlé tout à l'heure pour essayer de reconnaître TV versus autre chose. Si c'est autre chose, il ne fera rien, ça s'arrête là. Si c'est de la TV, il va essayer de l'arrêter au départ par la stimulation antitachycardique. Et si la stimulation antitachycardique ne marche pas, il va choquer. Bon. Et il va faire ça jusqu'à une certaine fréquence, une dernière zone de fréquence, et souvent cette zone-là est très élevée à 220, 230, 240. On va dire au défibrillateur, le patient, là, son ventricule, il bat tellement vite qu'on n'a pas trop le temps de raisonner sur est-ce que c'est de la TV, est-ce que c'est pas de la TSV, potentiellement c'est de la LV, c'est très dangereux. On n'a pas le temps ni d'essayer de la stimulation tachycardique, ni de raisonner sur quel type de tachycardie c'est. Tu vas considérer que toutes les arythmies au-delà d'une certaine fréquence, c'est de la TV ou de la LV, tu vas choquer. Et donc, c'est comme ça que ça marche.
Juste une chose, parce que vous le croiserez de plus en plus, et ça arrive de plus en plus souvent, ça c'est valable pour les défibrillateurs endocavitaires, donc les défibrillateurs qui sont juste ici avec la sonde qui est dans les vaisseaux. Chez de plus en plus de patients, on met ce qu'on appelle des défibrillateurs sous-cutanés. Ces défibrillateurs sous-cutanés, les patients, ils ont le boîtier juste ici. Il sera juste là, et il est très gros, il est imbattable. Et en fait, la sonde de défibrillation, elle n'est pas à l'intérieur, elle est juste sous la peau. Elle racle le sternum, et il y aura une sonde sous la peau ici, et le défibrillateur juste là. L'avantage de ça, c'est que comme il n'y a pas du matériel endovasculaire, ça ne s'infecte quasiment pas, ça évite les complications de la sonde, et donc chez les patients jeunes, on a tendance à mettre ça. L'inconvénient, c'est que par définition, ce n'est pas à l'intérieur du corps, donc ça ne peut pas stimuler. Ça ne peut pas faire de stimulation tachycardique, c'est une boîte à choc, ça ne peut que choquer. Voilà, c'est les seules différences. Mais par ailleurs, ça marche exactement pareil, avec les zones, tout ça. Donc la radio, vous verrez des choses comme ça, avec le défibrillateur ici, la sonde qui passe juste comme ça. Donc maintenant, quand on a un DEF, que ce soit aux urgences ou au SAMU, il y a quelques informations qui sont indispensables. Et ça, vraiment, je pense qu'on nous en met suffisamment avec ça. Vraiment, il nous faut de manière systématique la marque du boîtier. Évidemment, on ne fait pas ça pour vous embêter, mais vous savez bien, on ne peut pas les interroger si on n'a pas la marque. Vous avez vu la taille des programmateurs, là, c'est des trucs, on ne peut pas se balader avec les 5, c'est impossible. Donc vraiment, s'il y a un truc à savoir, c'est la marque du boîtier. Je dis ça parce que souvent, les boîtiers et les sondes, c'est des marques différentes. Voilà, il nous faut la marque du boîtier. Il nous faut la date d'implantation, et la date d'implantation, c'est important parce que les complications qui peuvent survenir ne sont pas les mêmes si c'est un DEF qu'on vient de mettre ou si c'est un DEF qui est en fin de vie. Et c'est aussi important aussi, et ce n'est pas toujours facile, c'est le centre de suivi, parce que plus important encore que le contrôle à un moment donné d'un défibrillateur, c'est l'histoire du défibrillateur et d'éventuelles anomalies qui auraient pu être acceptées par un centre, et on ne peut pas deviner si on contrôle juste nous sur un tout. Ça, c'est vraiment important. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme situation d'anomalie d'un DEF quand on est au SAMU ou quand on est aux urgences? On peut avoir un patient qui arrive avec de la l'ATV, ou ce qui ressemble à la l'ATV, et le défibrillateur ne choque pas. Alors, juste sur ça, il ne faut pas que le fait que le défibrillateur n'agisse pas ou ne choque pas soit un argument pour dire ça ne peut pas être de la l'ATV, sinon le défibrillateur aurait choqué. Pour toutes les raisons que je viens de vous montrer, le défibrillateur peut soit se tromper, soit ne pas fonctionner. Il peut ne pas fonctionner si, typiquement, la batterie est épuisée. Alors, ça, il ne peut pas fonctionner. Et soit parce que la sonde qui a été mise dans le ventricule n'est plus dans le ventricule, elle s'est déplacée. Et c'est en ça que la date d'implantation est importante. Ce n'est pas pareil si on vient de mettre un défibrillateur, et donc là, le risque de déplacement de sonde il est majeur, ou si le défibrillateur il a 15 ans, il n'a pas été contrôlé depuis 5 ans, donc là, il y a toutes les chances que la batterie elle soit HS. Et la sous-détection, je ne vais pas en parler. Et il peut ne pas choquer, tout simplement parce que la fréquence de la tachycardie ventriculaire, par exemple, elle est plus basse que la fréquence d'intervention qu'on a réglée. Si on lui a mis « tu n'agis pas en dessous de 180 avec la TV à 170 », il ne fera rien et c'est normal. C'est comme ça qu'on l'a réglé. Ou alors, il peut ne pas agir parce qu'il considère que c'est de la tachycardie ventriculaire à tort. Et il peut se tromper. Ça, c'est une situation assez simple. Et ça, c'est très facile à gérer. Vous oubliez le défibrillateur et vous gérez comme une TV chez quelqu'un qui n'a pas de défibrillateur. La seule chose qu'on dit habituellement pour les patients, mais en général, soit des pacemakers, soit des défibrillateurs, si vous faites des chocs électriques, le mieux c'est de faire de l'antéro-postérieur pour éviter d'abîmer les circuits internes du défibrillateur. Mais voilà, ça ne change pas grand-chose de plus par ailleurs. Et après, le patient, évidemment, ne peut pas sortir sans avoir eu un réglage de son défibrillateur parce qu'il y a quelque chose qui cloche. Ça, c'est la situation facile. Deuxième situation, on va de plus en plus compliqué, c'est le patient qui vous appelle ou qui vient aux urgences parce que ça allait bien, il s'est pris un choc, un seul choc, et il vient. Ou alors il appelle en disant docteur, j'ai eu un choc, je ne sais pas quoi faire. Alors, normalement, je ne sais pas, vous me direz si je me trompe, normalement, vous n'envoyez pas beaucoup des comme ça, parce qu'on les éduque. On leur dit quoi faire quand on leur met un défibrillateur. Moi, dès que je mets un défibrillateur, je leur dis exactement ce qu'ils doivent faire quand cette situation arrive. Quand ils se prennent un choc, on leur dit ce qu'ils doivent faire. Pourquoi un patient se prendrait un choc seul? Deux situations, en fait, les chocs appropriés et inappropriés. Soit parce qu'il a mérité son choc, il a fait de la TV, de l'AEV, il a pris un choc, ça l'a arrêté, tout va bien. Bon. Soit deux situations de choc inappropriés, soit parce que le DEF s'est trompé, il a fait de l'AFA, il a fait du flotteur, il a fait de la réentrée intranodale, le DEF s'est trompé, il l'a choqué. Donc ça, c'est un choc inapproprié. Et troisième situation, et c'est celle-là peut-être la plus importante sur cette présentation ici, le défibrillateur, je vous ai dit, il reconnaissait des signaux électriques cardiaques. Mais il ne sait pas, lui, que les signaux électriques ils sont cardiaques. Toute interférence
peut faire penser au défibrillateur qu'il y a une potentielle tachycardie ventriculaire. Et typiquement, ces interférences, c'est l'IRM. Le champ magnétique. C'est pour ça qu'il est hors de question qu'un patient avec un défibrillateur passe à l'IRM sans réglage, parce qu'il va se faire choquer. Sûr à 100%, ça marche à tous les coups. Même encore maintenant. Même encore maintenant. Oui, c'était possible sur certains, avec les Tesla. Par exemple, on a 2 IRM avec base Tesla. À chaque fois, il y a écrit IRM compatible. En fait, il manque un petit truc, c'est sous condition de réglage. Donc en urgence, on ne peut pas. Un défibrillateur, on ne le place pas à l'IRM. En urgence, pas sans réglage, ça marche à tous les coups. Essayez, il va se prendre la patate. Voilà. Ça marche à tous les coups. Donc, hors de question. Le bistouri électrique, c'est pareil. Et d'autres choses qui sont un peu plus bêtes. Et ça, c'est un patient. Je me demande si c'est pas le tien aussi d'ailleurs, Stéphane. Les appareils d'électrostimulation. Donc là, c'est un de mes patients qui a eu un défibrillateur et qui avait de la kiné. Et son kiné lui a mis, vous savez, les trucs qui font je donne pour les muscles. Et en plus, le pauvre patient lui a dit vous êtes sûr, j'ai un défibrillateur. Ne vous inquiétez pas, je connais mon métier. Et donc là, vous voyez là, les petits trucs, les petits artefacts comme ça. En fait, le défibrillateur, il interprète tout ça comme des signaux ventriculaires. Donc ça n'a pas raté, il s'est pris le choc. Voilà. Donc, tout ça, c'est des situations où le patient il peut se prendre une patate. Et donc, la conduite à tenir, pour vous, c'est tout simplement déjà l'interrogatoire. Demandez au patient si s'est pris l'appareil d'électrostimulation, ou alors s'il a syncopé, il a des palpitations avant, des choses qui disent qu'il aurait fait de la télé. Nous, ce qu'on leur dit, ces patients-là, moi, quand je les implante, c'est que quand ils ont un seul choc, j'insiste sur le côté un seul choc, c'est en fait, il n'y a pas d'urgence à la minute. Ils nous passent un coup de fil et en pratique, on leur dira de venir 48, 72 heures plus tard pour contrôler leur défibrillateur, adapter les médicaments, il n'y a pas d'urgence. Et la plupart des patients à qui on met des défibrillateurs, ils ont des systèmes de télésurveillance et en fait, ils ont un système à la maison qui permet de communiquer directement avec leur défibrillateur. Bon. S'ils arrivent aux urgences, ce n'est pas facile. Dans le meilleur des mondes, il faudrait qu'ils soient contrôlés. Pourquoi je dis dans le meilleur des mondes? Parce que typiquement, à la RIB ici, moi je ne suis pas là tous les jours. C'est pas simple. Donc, s'il est stable et que je ne suis pas là, je pense qu'il est. Moi, ça ne me choquerait pas que le patient sorte et qu'il me revoie le lendemain ou le surlendemain en consultation. Même si on est en simul ou en régulation, ce ne sont pas forcément des patients, on peut les spécialiser directement en musique. C'est plutôt la non. Oui, exactement. Ça, c'est sûr. Un choc. J'ai insisté plein de fois, mais c'est rare parce qu'on leur dit, en fait, on leur dit quoi faire. Parce que c'est pas si rare. Un choc, c'est rare quand même. Nous, on les voit. Oui, nous, mais nous, c'est la majorité. Oui. C'est la majorité. Mais pourquoi c'est rare chez vous? Parce que pour le coup, ça, on leur dit, vous ne nous appelez pas, vous appelez le SAMU. Et ça c'est urgent. Ça, c'est très urgent. Ça, c'est hyper important. Et ça, il y a 2 situations simples. Pourquoi ils se prennent des chocs sans arrêt? Première situation, ils ont mérité des chocs sans arrêt, c'est leur âge rythmique. Leur âge rythmique, juste par définition, c'est au-delà de 3 épisodes de télé par 24 heures. Ça, première situation. Deuxième situation, c'est les chocs inappropriés. Je vous ai mis 2 exemples. Alors, il y a un exemple dans un centre parisien, on s'en fout, d'un patient qui est décédé à cause de ça. Un patient qui avait de la fibrillation atriale, qui a eu un DEF récent, et sa sonde ventriculaire, elle s'est déplacée du ventricule vers l'oreillette. Et comme elle détectait l'activité de l'oreillette qu'elle pensait être du ventricule, ça allait très vite, et ça pensait être du ventricule, et il s'est pris des chocs sans arrêt, et il a fini par en décéder. Ça, c'est une première situation. Et là, la date d'implantation est importante. Les déplacements, ils n'arrivent jamais au-delà d'un an. Jamais. Donc, voilà. Oui, et récent, qu'est-ce que tu considères comme à peu près 1 an. En fait, jusqu'à 1 an, parce que pour moi, récent, en gros, c'est 24 heures. Donc, le risque est maximal, on va dire, il est de moins en moins important. Je dis 1 an pour voir large. Oui. En vrai, c'est peut-être 15 jours, 3 semaines. Quand tu dis un choc, pour avant, c'est un choc. Cette journée-là. Oui. Par exemple, si le choc, le lendemain, ça rechoque, là. Alors, si ça reste un choc isolé par jour, il faut qu'il voit son cardiologue vite. En dehors de ça encore. On est en dehors de ça. C'est vraiment les chocs répétés. D'accord. Il y a une bonne indication. Par exemple, si il arrive aux urgences en disant ouais, je viens parce que j'ai eu un choc aujourd'hui, mais en fait, il y a 2 jours, 3 jours. J'ai un choc aussi. En rentrant dans les situations, ça commence à être cool qu'il soit vu par un cardiologue. Surtout si après le premier choc, normalement, s'il a été bien. Oui, parce que il a dû, il y a 3 jours, il a dû entre-temps avoir contacté le centre. Donc là, il commence à être choqué. S'il est avec ses petits enfants en week-end. Non, mais les patients, il y en a qui disent ah bon, moi j'ai pris un choc.
On m'a dit que ça va servir à ça, alors j'en ai pris un. Et l'autre possibilité de choc inapproprié, et ça, c'est les DEF anciens, c'est la sonde qui est dans la sous-clavière, en fait, par définition, elle est contrainte par les mouvements du bras, et donc, au bout d'un moment, elle peut casser. Et chez les patients jeunes, en fait, en pratique, elle finit quasiment toujours par casser, malheureusement. Et en fait, ça donne des artefacts comme ça qui sont considérés, encore une fois, par le défibrillateur comme une activité ventriculaire. Et là, il va se faire choquer sans arrêt. Sans arrêt. Alors, je vais insister là-dessus. Vraiment, s'il y a une diapo qui me paraît importante, c'est celle-ci. Que ce soit par le SAMU ou par les urgences, un patient qui vient avec des chocs répétés. Enfin, répétés, c'est au-delà de 1, en fait. Les deux choses à faire, c'est de le scoper et de lui mettre un aimant. Dans tous les cas. Dans tous les cas, je vais vous dire pourquoi. Première situation, on va dire, il mérite ses chocs. C'est un arrage rythmique. Donc, quand vous mettez un aimant sur un défibrillateur, pour rappel, ça n'empêchera pas éventuellement le défibrillateur de faire de la stimulation cardiaque si le patient est lent et qu'il a besoin de stimulation. Ça ne l'empêchera pas de stimuler. Par contre, ça empêchera les thérapies. C'est-à-dire ça ne peut pas choquer et ça ne fera pas de stimulation antitachycardique. Donc, si le patient est en PV, en EV, en quoi que ce soit, le défibrillateur n'agira pas tant que l'aimant est dessus. Pourquoi je dis que dans un orage rythmique, ça permet aussi de gérer ça? Parce que, d'une part, toutes les TV ne sont pas choquées. Il y a des patients qui sont en TV, qui tolèrent bien, qui sont conscients, et on n'est pas forcément obligé de leur sauter dessus pour les choquer. Et d'autre part, même s'ils doivent être choqués, on est humain et on n'est pas obligé de leur faire prendre des chocs vigiles. Ça fait très très mal. Ça fait aussi mal qu'un choc externe vigile. Ça fait très très mal. Et le problème des chocs internes, c'est que en fait, ça redéclenche une poussée d'adrénaline qui va renforcer les événements d'orage rythmique. On ne va pas s'en sortir. Parce qu'il se prend le choc, il va décharger un maximum d'adrénaline, ce qui va aggraver les orages rythmiques, on ne va pas s'en sortir. Donc là, vraiment, il n'y a pas de patient qui mérite d'être dans un hôpital et de se prendre des chocs électriques internes, appropriés ou inappropriés. Mais dans tous les cas, ça, c'est une urgence cardiologique majeure, l'orage rythmique. Si ce n'est pas inapproprié, ben alors là, il n'y a même pas à discuter. Le patient, vous lui mettez un aimant, vous l'avez guéri. S'il a une fracture de sonde, en fait, vous lui mettez l'aimant, il n'aura plus de choc. Et il vous remerciera, et il aura raison de vous remercier parce que vous l'avez sauvé. Donc là-dessus, et pourquoi je dis qu'il faut scoper le patient? Parce qu'en fait, vous allez avoir la réponse très vite. Avec le scope et en enlevant les chocs, vous allez voir très bien quel est le rythme du patient. S'il est en rythme sinusal qui se prend des chocs, c'est qu'il y a un problème. Et chez ce patient-là qui a des rythmes inappropriés, vous lui scotchez l'aimant. Vous lui mettez un aimant, vous mettez un scotch dessus. Et vous lui scotchez l'aimant et il n'enlèvera pas l'aimant tant qu'il n'y a pas de rythmologue qui est venu avec son petit boîtier qui va régler le problème. Vous lui gardez l'aimant dessus. Et évidemment, tant qu'il a l'aimant dessus, il est toujours scopé. Parce que s'il a un défibrillateur, c'est qu'il a une bonne raison d'avoir un défibrillateur. Et tant qu'il a l'aimant, et s'il fait de la TV et de l'AV, évidemment, le défibrillateur ne gérera plus. Donc scope et aimant. Et nous, on peut poser des pages de défibrillation. Vous pouvez, mais vous faites. Exactement. Exactement. Et donc, et comme ça, je finis là-dessus et je reste ouvert aux questions. La marque. La radiothorax, c'est très simple, c'est très bête, ça vous permet d'avoir plein d'informations. Et l'aimant. Donc là, pour revenir aux patients, de toute façon, j'aurais mis l'aimant. En fait, les chocs appropriés, de toute façon, pour les raisons que je viens de vous dire. Effectivement, là, c'était des chocs inappropriés, probablement parce que le patient était trop rapide, qu'on avait mis le seuil, c'est ce que je vous disais, au-delà d'une certaine fréquence, et le patient était au-delà de cette fréquence-là, et donc le défibrillateur était dans son rôle. Et donc, on pouvait régler ça différemment. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions sur ça. Enfin, je suis ouvert aux questions présentielles ou zoomiennes. Juste la question initiale, si ça choque, comme c'est en interne, il n'y a pas de risque de transmission en termes de sécurité? Alors, on dit, théoriquement, il n'y a pas vraiment de risque. On dit que pour quasiment mettre le risque à zéro, de mettre des gants même en latex. Je suis désolée, je vais te voir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Merci beaucoup. Et c'est une technique de pose de l'aimant. On le pose juste dessus. Oui. Sur le boîtier. Alors, c'est valable aussi pour les défibrillateurs sous-cutanés qui sont là. Vous le mettez sur le boîtier, là, ici. Donc, ils ont un petit aimant ou un bon. Parce que nous, on en a deux. On a trois, même, parce qu'on a un rond. On a des rectangulaires et un en fer. À cheval. Ouais. Peu importe. C'est vrai qu'on a eu plusieurs soucis, même juste en le posant dessus. Est-ce que ça marche? Ça marche.
C'est censé marcher même un petit. Oui, ça marche. D'accord. Et une question, alors je ne me souviens plus de la réponse, mais on avait une patiente, on sentait comme des contractions. Je crois que c'est une irritation diaphragmatique, c'est possible Oui. ça? Alors, En fait, elle est venue parce qu'elle pensait que c'était des chocs. Or, en fait, quand on posait la main, on ressentait des vibrations saccadées. j'en ai pas parlé ici parce que Et ça- sinon ça va faire. Ouais. Dans les, je vous en ai, c'est juste au départ, hein, dans les quelques patients à qui on met des défibrillateurs triple champ. Ces patients-là, ils ont une sonde ventriculaire. La sonde ventriculaire gauche, quand on met une sonde ventriculaire gauche, elle passe à la surface du ventricule gauche. Elle est à la surface, elle n'est pas à l'intérieur. Et ces patients-là, quand ils ont la sonde à la surface du ventricule gauche, chez certains d'entre eux, il y a le nerf phrénique qui passe juste à côté. Et donc, chez ces patients-là, quand ils ont une stimulation à la surface du ventricule gauche, il peut y en avoir quelques-uns qui stimulent le nerf phrénique aussi. Ce qui fait qu'ils ont un équivalent de hockey, en fait. Et donc, ça leur fait une sorte de très. Oui, eux, ils n'ont rien. Elle a pensé que c'était des chocs. Et oui, il y a des contractions qui descendent même dans la flanc. C'est de la stimulation du nerf phrénique. Et donc, ça c'est un truc qui se règle aussi. Oui, alors, il n'y a aucune urgence, évidemment. Mais oui, c'est ça très la gênant. génère, voilà, Les gens, Et- moi, j'en ai connu une. Le lendemain, elle pleurait parce qu'elle a passé toute la nuit. Évidemment, les infirmières ne savaient pas ce que c'était. En donnant de la tarax, les zinzins, en fait, la pauvre enfant. Ouais, mais en fait, en posant la main, on sent. Oui, et donc c'est des choses qui se règlent aussi par. Il n'y a rien à faire sans un rythmologue. Voilà, c'est ça. On l'a envoyé en rythme, mais. ne pouvez rien faire sans rythmologue, ça. Et quand on pose un aimant sur un pacemaker alors qu'il a juste un rôle de stimulateur, oui. Ça ne fait rien du tout? Si, ça va forcer la stimulation à une fréquence donnée. Ça va forcer. Si le stimulateur est simple chambre, qu'il n'y a qu'une sonde dans le ventricule, ça va faire stimuler le ventricule à une certaine fréquence qui est différente selon les marques, qui est entre 90 et 100. Si le pacemaker est double chambre, qui a une sonde dans l'oreille ventricule, il y aura une stimulation et par l'oreille et par le ventricule, et qui sera entre 90 et 100, tant que l'aimant est dessus. Donc ça forcera la stimulation. Mais pas sur un DAI. Ça la force, et pas sur un DAI. Sur un DAI, ça ne fait rien sur la stimulation. D'accord. Donc sur un PM, c'est plutôt quand il ne marche pas bien, qu'on a un doute sur son efficacité, qu'on peut mettre les mains pour le. En fait, le DAI, ça inhibe la fonction DAI, enfin la DEF, et sur les mains, ça force. Ça force la stimulation. Ok. Super. Bon. C'est super intéressant parce qu'on est souvent désemparés parce qu'on presque en termes d'implantation, comment c'est fait. Bien sûr. On comprend mieux. Je n'ai pas eu non plus beaucoup de temps parce qu'on j'ai fait au mieux. Et peut-être ça paraît nous laisser le topo. Évidemment, aucun problème. Bon, bah merci beaucoup en tout cas. Pas de rien. Merci.